Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. De vous retrouver pour cette nouvelle édition de Carrière, le magazine qui vous aide, vous aussi, à construire votre chemin vers le succès. Ce soir, Carrière rend hommage à un baobab de la culture camerounaise. Basek Bakobio s'est éteint le 16 mai dernier, ici même à Yaoundé, laissant la communauté cinématographique africaine et camerounaise en particulier en deuil. Le père fondateur du Festival des Écrans Noirs quitte donc la scène et Carrière décide de lui rendre hommage à travers la diffusion ou la rediffusion de sa success story réalisée il y a une dizaine d'années déjà, mais également le témoignage de certains de ses proches que nous avons approchés pour pouvoir parler de cet homme pluriel. Tout de suite, je vous propose de découvrir dans le détail le sommaire de Carrière. Au sommaire de Carrière, découvrez Magnafi, l'assistant de voyage conçu par Grace Ziningamani dans la rubrique Entreprendre. Carrière rend hommage à Basek Bakobio. Le témoignage des acteurs culturels et son parcours atypique sont à retrouver en Success Story. Enfin, dans le coaching du mois, Rose Simone Manguelet vous dit comment vous rémunérer sans tuer votre business. Avant de découvrir l'hommage de Carrière pour Basek Bakobio, je vous propose d'aller découvrir une solution innovante visant à faciliter la vie des Camerounais. Il s'agit de Magnafi, votre site de réservation en ligne qui vise à vous faciliter le préparatif de votre voyage en vous évitant le stress lié au rang et surtout à la cohue dans les agences et autres gares. Magnafi, promu par Christelle Ziningamani, une solution innovante à moindre coût que je vous propose de découvrir dans la rubrique Entreprendre de Carrière. Bonjour, je suis Christelle Grace Ziningamani, la promotrice de Magnafi, votre assistante de voyage. Et vous êtes ici dans nos locaux, 6 à Mendon, juste en face de Tradex Mendon. Je commence par vous présenter Audrey, qui est notre assistante. C'est elle qui, lorsque vous écrivez sur WhatsApp, Messenger, vous appelez, qui va recevoir votre demande de voyage et qui va coordonner les activités avec les équipes sur terrain pour qu'elles aillent dans les agences directement. Oui, bonjour. Je dois savoir, c'est possible que vous fassiez une réservation? Ici, nous avons mon bureau où nous pouvons organiser des petites réunions avec les équipes. Et moi, je suis de ce côté pour recevoir quand on a des partenaires, quand on a des agences qui veulent bien travailler avec nous, qui ont compris c'est quoi le concept. Et nous expliquons rapidement nos formules aux voyageurs sur ce visuel-là. Et voilà, Magnafi, c'est 3 formules. Une formule pour ceux qui ont des réservations à plus de 24 heures du voyage, à 500 francs. Et une formule pour ceux qui ont des voyages urgents, à moins de 24 heures du voyage. La réservation, c'est 1000 francs. Et une formule plutôt pour les personnes qui voyagent régulièrement, le plus souvent pour voir la famille ou les voyages professionnels. Et là, c'est à 10 000 francs pour 12 réservations. Pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat? Je vais dire plus pour aider ma mère. Parce que à chaque fois, elle nous envoie faire des réservations. À chaque fois, elle nous sollicite. Elle est stressée quand elle a un voyage. Donc, c'est vraiment pour, face à la difficulté de ma mère de voyager, qui est une voyageuse stressée, occupée, qui n'aime pas faire des files d'attente. Et au début, vraiment, c'est plus pour me dire comment je résous sans problème à elle que je me lance dans l'entrepreneuriat. Magnafi, c'est le nom de ma mère. Et c'est vraiment pour lui rendre hommage parce que c'est une fierté d'avoir lancé ce projet grâce à elle et de résoudre le problème qu'elle avait.
Concrètement, quand je propale de Magnafi à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Magnafi, je lui demande la première chose, c'est est-ce que la personne aime faire le rang? Est-ce que la personne aime se déplacer juste pour payer un ticket? Donc Magnafi, c'est l'assistante, c'est moi, c'est toute l'équipe Magnafi qui nous déplaçons pour éviter ce stress-là. Quelqu'un qui a une réservation de bus, de train et dorénavant d'avion, il nous confie son voyage. Il nous dit juste, je vais voyager ce week-end, mais je ne veux pas aller à l'agence. Il nous donne le nom de son agence préférée, où il nous demande quelle est l'agence qu'on peut lui recommander selon son quartier, donc sa localisation, selon ses préférences, s'il veut voyager en classique, s'il veut voyager en VIP, s'il a une préférence. Donc Magnafi, c'est vraiment l'assistance qui gère les réservations de A à Z, que ce soit du classique, que ce soit du VIP. Le but, c'est vraiment que le voyageur ne se stresse plus. Une fois qu'il a son programme de voyage, il nous contacte et nous on fait le reste et occuper son ticket au guichet. La différence est que quand quelqu'un veut voyager avec une agence, il a la plateforme de l'agence où il se déplace au guichet de l'agence. Alors que Magnafi, c'est un contact pour toutes les agences. Il y a des agences qu'on n'est jamais allé. Quelqu'un qui veut y aller nous contacte et nous dit juste « je veux aller dans X agence ». Nous, on va se déplacer. Si c'est une nouvelle agence, si c'est une agence plus récente, c'est à nous de chercher l'information sur les horaires, sur les prix, sur la localisation, savoir l'agence où elle se situe. On en est vraiment, il nous envoie, comme il enverrait son petit frère, son chauffeur, il nous envoie, c'est nous qui faisons le job. Et l'autre point aussi, c'est que nous, on est la seule plateforme où on se déplace vraiment. On s'adapte au contexte camerounais. On sait que les agences ne sont pas digitalisées. On sait que les agences n'ont pas de système de réservation en ligne pour la plupart. Il y a à peine 1% qui en ont. Donc nous, on se déplace. Si on appelle l'agence et elle ne répond pas, on va aller sur place. Si l'agence n'a pas de site ou il y a un problème sur le site, on se déplace. Et l'autre point qui fait notre différence, c'est qu'on gère tout le suivi. Le cas qui part, 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 le cas qui part. Le service est accueilli avec joie parce que c'est quelque chose, c'est un besoin. La seule difficulté, c'est la peur des arnaqueurs. Dès qu'on dit que nous faisons, les réservations se font par téléphone, donc par WhatsApp, par Messenger, on essaie d'être vraiment le plus proche des voyageurs, là où ils sont. Mais comme il y a beaucoup d'arnaqueurs, donc la grosse crainte se dit, est-ce que c'est un service qui va disparaître? Et là, on répond, on est là depuis 2023. Est-ce que c'est un service qui est quelque part? On répond, on est à Mendo, on est localisé juste en face de Tradex. Et par contre, une fois qu'ils sont rassurés dessus, c'est un soulagement. Et en plus, que ce soit pour toutes les lignes, que ce soit pour aller à l'ouest, que ce soit pour aller au nord, que ce soit pour aller à Douala, faire le trajet, la personne sait qu'elle peut nous contacter avec sérénité. La première difficulté, c'est se faire connaître sans se ruiner et aussi d'instaurer la confiance. L'autre difficulté, c'est des transporteurs n'ont pas l'habitude de ce modèle où nous sommes mandataires des voyageurs. Nous ne sommes pas partenaires des transporteurs. Eux, ils ont l'habitude de dire un peu les concurrents sont comme leurs commerciaux, alors que nous, on se place du côté des voyageurs en disant le but pour nous, c'est de faciliter la vie du voyageur. Donc, c'est pas de, entre guillemets, c'est pas de travailler pour un transporteur donné. Donc, si un transporteur accepte de travailler avec nous, il accepte aussi qu'on ait une plateforme avec d'autres concurrents à lui. La perspective d'ici 5 ans, c'est déjà que les voyageurs sachent qu'ils n'ont, j'ai envie de dire, c'est pas normal, qu'ils n'ont pas à subir les files d'attente, qu'ils n'ont pas à subir les embouteillages. Et aussi, une des premières perspectives, c'est de dire, s'il y a plus de personnes qui utilisent Magnafi, ben forcément, il y aura du trafic routier qui va se réduire, parce qu'on va réduire le nombre de personnes qui vont se déplacer vers les agences. Et une autre perspective, c'est finalement pousser les agences à finir par se digitaliser, à finir par comprendre qu'ils ne sont pas des meilleures agences parce qu'il y a une file d'attente devant eux, que les gens qui vont venir, et c'est réduit aussi le temps perdu par les voyageurs perdent énormément du temps. Donc ils vont gagner 2 heures qu'ils auraient perdu en déplacement, en file d'attente. Et une des choses importantes en perspective, c'est aussi de faire que le voyageur puisse vraiment, la plupart du temps, arriver juste pour son départ. Le salon du voyageur a été pensé pour que tout le monde comprenne que le voyageur lambda est un acteur économique. Et l'acteur économique, ça ne se fait pas tout seul. Il se fait avec les institutions, avec les entreprises, avec tous les banques, les assureurs, même les motos, même les call-work, avec tous les acteurs. Et le salon du voyageur, en fait, c'est une plateforme de rencontre, d'échange, et cela se veut justement comme une plateforme qui met au centre le tourisme
et le transport. Donc cela se veut comme un plaidoyer pour que le Cameroun soit un pays tourné vers le tourisme, tourné vers le transport, afin que ces deux secteurs-là soient des secteurs d'excellence et en plus des secteurs qui soient au centre de la politique nationale du Cameroun. Donc là, on a la deuxième édition. Mon conseil aux jeunes, c'est d'oser. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai osé résoudre le problème de ma maman et je dis d'oser résoudre un problème. Nous sommes dans un environnement où il y a des multiples problèmes, c'est prendre un seul problème, oser aller résoudre ce problème pour une personne, pour 10 personnes, pour 100 personnes, puis ça va arriver pour 1000 personnes et au-delà. Arriver à 1000 personnes, c'est persévérer. Persévérer, résoudre, parce que personne ne va nous dérouler au tapis rouge. Personne ne va nous aider à persévérer. C'est nous-mêmes, avec cette volonté de développer, de résoudre les problèmes autour de nous, que nous allons y arriver. Donc, mon conseil, c'est oser et persévérer. Le 16 mai 2026, Basek Bakobio s'est éteint à l'âge de 69 ans, ici même à Yaoundé, des suites de maladies. Au-delà de la grande perte pour sa famille, c'est surtout le cinéma africain et camerounais qui pleure l'un de ses plus grands ambassadeurs. Le père fondateur des écrans noirs que le grand public a découvert en 1991 à travers le film Sango Malo s'en est allé après une trentaine d'années de combat pour la promotion du cinéma francophone en Afrique et dans le monde. Ce soir, Carrière lui rend hommage à travers deux éléments distinctifs. D'abord, un témoignage, celui de 4 de ses proches que nous avons rencontrés pour pouvoir comprendre qui était cet homme et surtout quel est l'héritage qu'il laisse à la postérité. Ensuite, avec la rediffusion de l'entretien portrait qu'il nous avait accordé en 2016 pour la success story de Carrière. Il nous raconte les turpitudes de son parcours et surtout cette trajectoire atypique d'un jeune Camerounais qui a fait des études en philosophie et sociologie pour terminer icône du cinéma mondial. Basek Bakobio, parce que les étoiles ne meurent jamais. L'hommage de Carrière. Un grand homme est mort. Un artiste s'en est allé. Basek représentait la résistance. It's a very big loss for the impact he has had on the African film space and for many young Cameroonian filmmakers. Il est difficile de parler de M. Basek sans avoir de regrets parce que c'est une perte incommensurable pour le cinéma africain, le cinéma mondial, parce que sa voix portait au-delà de nos frontières. C'est un clap de fin que peu dans l'univers du cinéma africain avaient vu venir. Le 12 mai 2026, à l'heure où s'endorment les justes et les héros, Basek Bakobio, héros atemporel du cinéma camerounais, lui, jouait la dernière scène de sa vie et de son passage sur la terre des hommes. À 69 ans, le père du festival Les Écrans Noirs a tiré sa révérence, laissant orpheline une industrie du cinéma encore en plein essor sur le continent. Le dernier échange que j'ai eu avec Basek Bakobio concernait l'hymne des 30 ans du festival Écran Noir. Il m'a demandé de travailler sur la composition de cet hymne et moi, comme d'habitude, je prenais mon temps. Je pensais que bon, c'est un peu obligé avec le travail qu'on fait. Et là, je me rends compte qu'il n'a pas écouté du tout ce qu'il a demandé que je prépare. Et ça me laisse un vide. Je ne suis pas triste. Quand un homme de cette envergure meurt, il y a plusieurs raisons d'être triste ou de ne pas l'être. Je ne suis pas triste parce que, en tant que cinéaste qu'il était, il a accompli sa mission. Il a rempli sa mission pleinement. Je ne suis pas non plus heureux. Je ne suis pas fier. Pourquoi? Parce que je ne rencontrerai plus jamais ce monsieur.
Nous n'allons plus jamais discuter. Nous n'allons plus jamais rigoler. Je ne vais plus recevoir des conseils. C'est pas le bonheur de la gendarmerie, tout ça. Écrivain, mentor, promoteur culturel. Le père de Sango Malo, le maître du canton qui l'a rendu célèbre en 1991-92, aura, pendant 35 ans, porté à bout de bras l'idée révolutionnaire d'un cinéma africain francophone moderne, à même de titiller les plus grandes productions dans le monde. Une vision qu'il a partagée avec les nombreux jeunes qui ont travaillé à ses côtés au fil des années. Quand j'ai travaillé avec lui aux écrans noirs, j'étais régisseur. Et à l'époque, on mettait en place, on expérimentait, au boulevard du 20 mai, on expérimentait les podiums. Il fallait absolument avoir de l'animation musicale. Et c'était la première expérience que nous avons au boulevard du 20 mai, c'était magnifique. La deuxième expérience était tout autre, et dans le même sens positif. Et j'ai effectué plusieurs missions avec lui, Ouaga, Fespaco Ouaga, Cannes, j'ai même été en Allemagne une fois. Et à chaque fois que le ministère de la Culture mettait à l'époque des missions pour pouvoir essayer un peu d'explorer les productions internationales, il conseillait toujours que l'on m'appelle. Parce qu'il disait que j'étais ce type de jeune-là qui savait pouvoir sortir sa carte du jeu, quel que soit le pays où je me retrouvais. The death of Basek Bakobio is a very, very big loss for the Cameroonian film industry and for African cinema in general. As we all know, he was the promoter of Accra Noir Film Festival, which is, I think, the biggest film festival in the Central African sub-region and one of the biggest film rendezvous in Africa. Il a ouvert les portes à la nouvelle génération pour que cela se fasse. Je me demande encore aujourd'hui s'il n'avait pas donné la chance, s'il ne nous avait pas, nous, techniciens, donné la chance de former les jeunes. Que serait le cinéma au Cameroun aujourd'hui? Bon, on ne va pas dire que ce serait rien, mais au moins, nous avons suscité de la vocation. Aux écrans noirs qu'il a fondé en 1997, le fils de Ninje Parndom a donné une voix et montré la voie du cinéma à la jeunesse camerounaise et africaine. Un événement qu'il a voulu global sur le plan culturel, avec la musique et la mode, qui occupe à chaque édition un panel important dans les différents tableaux proposés aux festivaliers. Basek Bakobio, c'est un de mes mentors aussi. Il a connu mon père dans leur jeunesse à l'université de Yaoundé. Et moi, quand il me rencontre dans le microcosme culturel au Cameroun, forcément, il m'identifie avec le nom particulier qui est le mien, Ruben Binam Bikoy. Donc, tout de suite, on a un lien à partir de cette connexion-là. Et puis, maintenant, le processus va être pour nous deux d'établir notre propre relation à nous, en dehors de la filiation qui est la mienne. Et c'est comme ça que Basek me prend sous son aile autour des années 2007 en fait. À l'époque, je suis leader d'un groupe qui est jeune, le Makaz. Et l'histoire commence en fait à ce moment-là, parce qu'il me confie le village des écrans noirs qui à l'époque était entre le boulevard du 20 mai et l'actuel musée national. Et dans le cadre des activités du village des écrans noirs, eh bien, il faut de la musique. Et il se tourne vers moi et me dit « Fils, il faut que tu apportes la musique dans le village des écrans noirs. » Donc ce n'était pas seulement une histoire de Kelly Seven comme aujourd'hui ou de Makaz comme à un moment donné, c'était une histoire de Ruben, il faut que tu apportes la musique aux écrans noirs. Et donc comme j'étais dans la même période en train de promouvoir des jeunes artistes dans le cadre de mon label Alizé Equateur Records, bon, j'ai amené là-bas tout naturellement ceux qui étaient autour de moi. Je pense à un certain groupe Mbale Mbale qui émergeait. Je pense à un certain groupe Ex-Malea aussi qui était en pleine émergence à ce moment. Et c'est comme ça qu'on a commencé à apporter un soupçon de musique dans le cadre des activités du village des écrans noirs. He was a very simple person. He was very accessible. You go to his office, you go there when he's available, he can attend to you. And he was always ready to share his experiences with us. So whenever we had a session, he was always around, and we go to his office, he would discuss with us and explain one or two things with us. So even after the festival, I think for one or two other projects, I always found myself at the African headquarters, and he was always there. And whenever I went there, there were a group of young filmmakers around. Always
always a group of young filmmakers around doing one or two things. So Basek Akobio has been very, very influential in the lives of many, many young filmmakers in Cameroon. He has been very, very influential. I can say I am a product of the Écran Noir. I can say I have passed through Basek Akobio's hands in training in terms of filmmaking. There are many people, if you ask around, many people, if they are honest, they will give a wonderful testimony about his impact on their lives. À l'heure où se referme le rideau, les hommages de par le monde pleuvent pour saluer un baobab qui a su marquer son temps et imposer une empreinte indélébile dans l'histoire du continent. On peut tout dire de lui, mais personne ne lui enlèvera son esprit de partage. Le partage professionnel, son défi de former une génération de cinéastes qui existent aujourd'hui. À travers lui, à travers les films terre africaines, Écran Noir, nous avons formé ce qui constitue aujourd'hui le socle du cinéma, même si c'est beaucoup plus de la vidéo. Je sais qu'il me voit et qu'il m'entend parce que je fais partie de ceux qui savent que ceux qui sont partis ne sont pas partis. Ils sont dans l'immatériel, mais ils continuent à vivre à l'autre dimension. Je lui dirai, papa, merci. Nous allons continuer l'œuvre que tu nous as laissée et nous allons continuer à travailler pour la mémoire africaine et pour l'émancipation de l'âme culturelle des peuples noirs. Je m'appelle Basek Bakobio, je suis cinéaste, réalisateur, devenu très tôt producteur par n'est-ce pas, la contrainte des choses. Je suis le promoteur du festival Écran Noir. J'ai une maison de production qui s'appelle Les Films Terre Africaine. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Mon père était enseignant en Gaoundéré. Je sors d'une famille, je ne suis peut-être pas un exemple aujourd'hui sur ce plan-là, mais je sors d'une famille qui était très chrétienne. Mon père a été parmi les fondateurs de l'église Adna à Yaoundé. Ma mère était très croyante. J'ai fait mon collège à Libamba. J'ai été l'un des directeurs de la première grève quand j'étais en troisième, donc j'ai été renvoyé de là. Ce qui m'a fait faire entre la fin de la troisième et la classe de terminale, 3 établissements différents. J'ai fait le CS de Yokadouma d'abord pour les 2 derniers trimestres de la classe de troisième. Après cela, il n'y avait pas de seconde, donc j'ai continué au lycée de Berthois. Et de la première en terminale, le proviseur de Sono Edou, qui était proviseur au lycée de Berthois, se retrouve nommé le premier Africain camerounais proviseur du lycée Leclerc. Et il décide de venir à Yaoundé avec ses brillants élèves. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais brillant, mais j'ai été parmi les élèves qu'il a amenés à Yaoundé. Et c'est pour cela que j'ai fait ma classe de terminale au lycée Leclerc. C'est quelque chose certainement qui vient de mes parents, pas le cinéma en tant que cinéma. Parce que moi, je rêvais simplement d'être écrivain. Je me disais, si on n'est pas Camus, si on n'est pas Sartre, on ne vaut rien. Et en classe de troisième, je reçois pour prix de français un livre, n'est-ce pas, de Paulin Vieira, qui parlait de Sembène Ousmane, cinéaste. Le titre, c'était Sembène Ousmane, cinéaste. Et dans ce livre-là, Sembène Ousmane, je ne rêvais même pas à l'époque que je le connaîtrais et qu'il serait un ami personnel à moi. Explique pourquoi il a choisi le cinéma, n'est-ce pas? Et il dit qu'il prend le cinéma parce que c'est une véritable école du soir. Parce qu'on peut parler, n'est-ce pas, à des gens qui ne comprennent pas français, qui ne lisent pas, alors que lui, il est écrivain. Et il se disait, quand j'écris un livre, je n'ai pas 2000 personnes qui lisent. Quand je fais un film, j'ai 2000 personnes par soirée qui regardent le film. Et là, je décide de faire du cinéma dans la classe de seconde. Mais comme il n'y avait pas d'école de cinéma ici, je décide donc de commencer par le théâtre. Et c'est ainsi, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, que nous montons, quand je viens au lycée Leclerc à Yaoundé, une troupe de théâtre qui est restée dans toutes les mémoires des étudiants associés avec le feu Raymond Ekosono.
Et en classe de terminale, je suis lauréat de la meilleure nouvelle de langue française. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, la radio était très écoutée. Et il y avait un concours qui était très suivi sur tout le continent africain, qui était le concours de la meilleure nouvelle de langue française. En même temps d'ailleurs que le concours théâtre radiophonique. Et je suis lauréat du concours de la meilleure nouvelle de langue française. J'ai mon premier livre édité, et puis je commence à avoir des opinions politiques. Puis je rentre à l'université, j'ai choisi donc la sociologie et la philosophie. Et je passe 2 années merveilleuses entre Marcien Toa, le professeur Foulou, le professeur Nanga. Et en 3e année, je me dis, je ne suis pas sûr qu'après la licence, maintenant que mon dossier est devenu plus lourd au niveau du CNR, parce que je ne vous parle pas du nombre de convocations que j'ai eues au CNR à l'époque, je me dis, je n'aurai jamais de bourse. Je n'ai pas une famille qui peut me donner des moyens de partir, donc je vais me former sur le tas. Et c'est comme ça que je commence à fréquenter Cameroun Actualité et le FODIC. Et avec un avantage extraordinaire. Quand j'arrive, je pars de l'université, je suis toujours étudiant, hein, mais quand j'y vais, ceux qui seront mes aînés et qui vont me former là-bas, il y en a, ont des niveaux, n'est-ce pas, d'instruction très modestes. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont partis en Europe pour la plupart. Ils aimaient certainement le cinéma, mais en même temps, je crois que c'était l'une des rares choses qu'on pouvait faire sans avoir eu le baccalauréat. Et ils rentrent donc, et quand vous arrivez dans un tel milieu, vous êtes tout de suite coopté. Et celui qui me donne ma première chance, c'est le feu Mbala Léopold. Et je vais peut-être vite, mais je me retrouve l'année qui finit, alors que je me prépare à entrer en 4e année pour faire la licence. À la suite de la grève, je me retrouve déjà licencié et je prépare la maîtrise. Ce qui se passe pendant cette grève, c'est que le ministre de la fonction publique déclare quelque part que lui n'a rien compris à ce que les étudiants racontent. Si on passe de 3 à 4 ans pour la licence, c'est la licence. Mais nous, on nous avait dit que nous préparions, puisque c'était 4 ans, une licence qui serait l'équivalent de la maîtrise. Et il nous dit, et évidemment, je me demande aujourd'hui comment nous avons pu y croire. Il a dit non, si vous avez une licence, c'est une licence. Parce que la faculté de droit faisait la licence en 4 ans. Et quand nous commençons la grève, les gars de la faculté de droit nous disent « Ah, votre affaire là, vous n'y arriverez pas, vous allez faire une licence en 4 ans comme nous. » On leur dit non. Et on est en 1979. Et Aïdjo va en mission au Nigeria. Et c'est là où j'ai fait ma première rencontre avec Adamou Damdjoua qui s'en souvient très bien encore aujourd'hui. Adamou Damdjoua m'appelle seul à seul dans son bureau. Parce que nous sommes 10 dirigeants de la grève, mais j'étais le vrai dirigeant de la grève. Il m'appelle seul à seul dans son bureau et me dit Bassek, il y a un problème. Est-ce que c'est le seul motif de la grève? Parce que les éléments que nous avons nous disent que vous avez des convictions politiques qui nous laissent penser que vous prenez prétexte des questions académiques, mais que vous êtes sur la grève. Je lui ai dit, bon, monsieur le ministre, on fait un pari. Vous décidez que la licence se prépare en 3 ans, ou que la licence qui va se faire en 4 ans sera l'équivalent de la maîtrise, et je lève la grève tout de suite. Et c'est ainsi qu'il me dit, vous me promettez? Je dis oui. Il me dit, attendez. Donc j'apprendrai plus tard qu'il contacte Aïdjo, et qu'Aïdjo qui est à Lagos fait une déclaration de là-bas, et il dit que lorsqu'il arrive à Yaoundé, il veut que l'ordre soit totalement rétabli. Il fait une déclaration. Et venant d'Aïdjo, c'était pas n'importe quoi. Et le ministre me dit, ok, ça va s'élever. Et moi, je rentre annoncer aux étudiants que bon, maintenant, c'est fini, on a la licence. Ceux qui sont en 4e année préparent la maîtrise. Ça a été des années assez édifiantes et qui, sur le plan politique, m'ont beaucoup formé. Donc je sors de l'université après la maîtrise et je suis d'une promotion où, parce que la grève dont je vous ai parlé, nous étions avec des gens comme Kolo Foué, n'est-ce pas, parmi à la tête de proue de cette grève, il est décidé que notre promotion, après la maîtrise, doit disparaître de l'université. Alors à l'époque, nous sommes la dernière année, c'était en 1980, la dernière année où un étudiant qui sortait de la fac des lettres ou de la fac des sciences ne se posait pas la question de savoir s'il va travailler. Il se posait la question de savoir s'il acceptera tout ce qu'on pourra lui proposer. Nous étions sûrs d'être au moins engagés dans l'enseignement. C'est-à-dire que quand on finissait la maîtrise, on déposait le dossier et vous n'attendiez que l'affectation. Et je me souviens à l'époque, le ministre Bouélé est professeur de philosophie. Il est ministre de la Culture. Et je vais le voir. Et je lui dis, monsieur le ministre, moi, je viens travailler au ministère de la Culture. Il me dit, mais je vous connais.
On me parle beaucoup de vous au niveau de l'université et tout. Mais je vais vous donner un conseil. Si vous venez ici, vous serez contractuel. Je vous propose d'aller à l'enseignement. Et dès que vous prenez le service, je vais demander à Zengele, qui était ministre de la fonction publique, de vous mettre à la disposition du ministère de la Culture. Ce qu'il a fait, sauf que le ministre Zengele a décidé que j'attende 1 an. Et j'ai enseigné au lycée de Fou pendant 1 an avant de revenir au ministère de la Culture. Et alors, au ministère de la Culture, j'ai une double chance. J'arrive dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des diplômes sûrs, n'est-ce pas, qui, lorsqu'ils vous font un texte, ne vous convainc pas au niveau de la qualité. Et sur les entrefaites, le ministre Ngangou arrive. Et il me trouve là, cadre sans poste. Et il me dit, mais comment se fait-il que tu puisses rester, toi, un cadre qui en a 2 ans ici au ministère de la Culture sans poste? Je lui ai dit, je n'ai jamais voulu. Le ministre Bouélé m'a appelé. Le ministre Senghako m'a appelé. Je lui ai dit non. Et c'est Senghako qui m'a permis de faire mon premier voyage à l'étranger, à Dakar. Je lui ai dit, j'ai refusé. Il m'a dit, non, je ne peux pas vous garder si vous ne voulez pas de poste, si vous ne voulez pas de poste. Et moi, j'ai besoin de vous. C'est comme ça que je me retrouve chef de service. Je n'ai jamais été chef de bureau. Je me retrouve directement chef de service de la production cinématographique. Et que Bandolo arrive sur les entrefaites. Puis il avait dans la cinématographie un très grand ami à lui. Un très grand ami à lui, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Balthazar Abadongoleda. Mais Bandolo me dit, il est impossible que tu ne sois pas sous-directeur de la cinématographie. Et c'est comme ça qu'il me nomme sous-directeur de la cinématographie et que j'ai comme chef de service Balthazar et puis d'autres. Et alors, ça se poursuit jusqu'au moment où moi j'ai fait dans mon premier long métrage, Sangomalo. J'ai fait Sangomalo, mais alors la crise économique bat son plein. Il n'y a plus un franc. Des gens ont fait des films avec l'argent du FODIC. Il n'y a plus rien. Lorsque Claire Denis arrive pour faire Chocolat, je suis au ministère. C'était le dernier moment de Ngango. Bombonjoya va arriver. Et c'est comme cela donc que Ngango me met d'abord dans l'équipe Chocolat. Je participe à la rédaction du scénario avec Claire Denis. Et je dis à Claire Denis, bon, moi je suis prêt à venir là-bas, mais je ne viens pas là-bas uniquement pour le scénario. Je vais dans l'équipe et c'est comme ça qu'elle me met dans l'équipe de réalisation, comme assistant. Et c'est comme cela que, par la suite, je me dis, ok, voilà. Je regarde les films de mes compatriotes africains, pas seulement camerounais. Je me rends compte qu'au niveau du scénario, au niveau de la direction d'acteurs, au niveau de la conception, de la manière de mener les choses, c'est assez léger. J'écris dans Sangomalo le roman, j'ai fait une adaptation cinématographique de Sangomalo. Je n'avais encore jamais mis les pieds à Paris. Mais j'envoie par la poste et je reçois par la poste, de la même manière que j'avais envoyé mon premier roman. Nous sommes là en 1988. 86. Je reçois par la poste le ministère des Affaires de coopération en France qui me dit « Monsieur, votre scénario a été retenu, nous vous donnons de l'argent. » Étant donné que je connaissais le niveau des films de mes camarades africains, je me dis c'est un film qui va être remarqué. Et je ne me suis pas trompé. Et c'est comme ça que je me retrouve sélectionné à un certain regard au Festival de Cannes. C'est de là que tout part, en fait. Et à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, Bassek, la place d'un réalisateur, d'un créateur, n'est pas dans un ministère de la Culture. C'est à partir du jour où je rentre de Cannes que je décide que je vais quitter l'administration. Mais alors, comme je vous disais, la vie est faite aussi des hasards et des rencontres. Je décide, parce que je vais commencer à préparer le Grand Blanc de la Marénée. J'ai une bonne production pour le Grand Blanc de la Marénée. J'ai un bon cachet, j'ai un bon salaire pour parler comme les gens au quartier. Et je me dis, bon, ce que je gagne sur le Grand Blanc de la Marénée, à moins que je reste au ministère et que je pense prendre de l'argent dans les marchés, je ne me toucherai jamais pendant 5 ans dans l'administration. Je vais partir. Et j'ai un ami qui est à la fonction publique. Quand je lui dis, moi je m'en vais, il me dit, tu vas comment? Je dis, non, je quitte, je démissionne de l'administration. Puisque je n'ai pas encore fait le nombre d'années, les 15 ans qu'il faut pour prendre la retraite anticipée. Il me dit, non. Mais puisque tu as fait un film dont on parle, essaye d'obtenir de la présidence de la République qu'on te traite comme un enseignant parce qu'il va ouvrir une école. Quand tu étais enseignant et que tu voulais aller ouvrir une école, on pouvait te donner une mise, n'est-ce pas, en disponibilité. Ou alors peut-être un médecin qui voulait créer un dispensaire. Et c'est comme ça que j'écris à la présidence. Et que la présidence me dit, ok, vous voulez aller faire du cinéma, on accepte que, n'est-ce pas, vous puissiez partir. Mais quand la lettre revient, mon ami me dit, est-ce que tu vas revenir dans l'administration? Je lui dis, je ne pense pas. Il me dit, bon, prends ta retraite alors, anticipée. Et c'est comme cela que je suis à la retraite anticipée depuis cette date. Voilà. Et c'est un peu le parcours administratif. Bon, après, j'embraye, je suis obligé, je ne veux pas vivre en France. Je décide que je ne veux pas vivre en Europe. Je veux vivre au Cameroun. Mais comment vous faites pour vivre au Cameroun si vous faites un film tous les 3-4 ans?
vous êtes obligé de créer une boîte de production. Malheureusement, le fait de créer une boîte de production m'a fait faire infiniment moins de films que ce que j'aurais voulu faire. Mais au Cameroun, vous vous rendez compte que tout est vide, tout est à faire. Chaque matin que vous vous levez, dans le domaine du cinéma, mais je sais que c'est dans tous les autres domaines aussi, vous avez l'impression que tout est vide, il faut faire quelque chose. C'est comme ça que petit à petit, toutes les autres actions que je vais mener par la suite découlent de cette option de faire n'est-ce pas, du cinéma, parce que je n'ai jamais voulu faire du cinéma uniquement pour l'art. L'art pour l'art ne me dit absolument rien. J'ai fait du cinéma pour des raisons engagées, pour défendre mes idées et pour pouvoir les défendre. Lorsque j'ai créé ma boîte de production, je vous dis, c'est parce que je suis obligé d'avoir une boîte qui va travailler au Cameroun. Et donc, je suis obligé, sachant que ça me prendrait du temps de créer la boîte. Lorsque des années plus tard, je crée Écran Noir, c'est parce que je me dis, et c'est dans un avion revenant du Vietnam, que je me dis, mais comment on peut comprendre que les Vietnamiens voient mon film, que le Camerounais n'ont pas encore vu? Je vais créer donc Écran Noir. D'autant que Saint-Ben Ousmane était venu nous taquiner en disant que l'Afrique centrale est le ventre mou du cinéma. Mais quand, après 3 ans d'Écran Noir, je me rends compte que si nous nous plaignons que les Américains envahissent nos écrans, en Afrique, on peut aussi se plaindre que les Burkinabés envahissent nos écrans. Comment je fais pour que les Camerounais ne continuent pas à voir que des films d'ailleurs? Et c'est là où je commence par les classes de cinéma d'abord, qui sont une formation qui, chaque vacances et puis les week-ends, prend des jeunes. Et la promotion avec laquelle on a beaucoup travaillé est une promotion qui était en 4e année à la faculté des arts et lettres à l'université, qui était en art et spectacle. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à la fin, les étudiants, les jeunes avaient besoin, n'est-ce pas, d'une formation plus continue et de diplômes. Et moi, je me dis, je vais créer une école avec des attestations que je vais donner. Donc, nous ouvrons une formation ici où nous prenons des étudiants qui ont le niveau du bac. Je ne peux pas prendre plus de 15 étudiants, je ne peux pas. Et nous faisons 2 ans avec eux. Et mes enseignants viennent de Burkina, viennent d'Espagne, viennent de France, viennent de Belgique et tout ça pendant 2 ans. Sauf qu'au bout de la 2e promotion, je me rends compte que les élèves ont un certain malaise. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, oui, d'accord, vous nous donnez des attestations, mais ça ne nous permet pas de valoriser ça lorsque nous allons demander du travail. Donc, nous voulons des diplômes universitaires. Et c'est comme cela que je me suis engagé depuis 1 an et demi dans une action avec l'Université de Yaoundé 1 et puis avec l'Université de Maroua. Ça a abouti pour l'Université de Yaoundé 1. Donc, à partir de septembre, nous ouvrons une formation où les étudiants vont sortir avec une licence professionnelle et une maîtrise professionnelle. C'est pour cela qu'on a un peu ralenti. Mais nous avons aussi en même temps créé une autre formation qui prendra des étudiants sans distinction de diplôme, pour une formation mais qui est là validée par le ministère de la formation professionnelle, qui sera de formation de 6 mois, de 8 mois, comme cela, et puis il y aura même une partie cours du soir. Un jeune qui sort d'ici et qui va travailler dans l'administration, nous en avons aujourd'hui qui sont au ministère de la Culture, qui sont responsables. Pour moi, je ne dis pas que c'est un échec, mais ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est que le jeune gars, comme nous avions eu Kwemo à Ouagadougou, qui gagne les talons d'argent sortant d'ici, même s'il a oublié de remercier Bassek ou de remercier l'ISCAP, ce n'est pas grave. Mais c'est ça mon plaisir, c'est de voir des jeunes qui partent d'ici, qui amènent des films qui le font. Les jeunes ont fait des films ici de 6 minutes, de 7 minutes, je vous assure, si vous les voyez, c'est des films qui se défendent, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça mon rêve. Avoir des jeunes qui vont en plus me dépasser. Parce que je leur dis, comme Saint-Ben Ousmane m'avait dit à moi, je leur dis, vous êtes jeune, vous voulez entrer dans le cinéma, eh bien mettez-vous une chose dans la tête. Je vous donne peut-être des procédures de formation, mais dès que vous sortez, nous sommes en compétition. Je suis en compétition avec le jeune de 16 ans qui commence à faire son film. Et si moi je peux avoir un scénario qui a de l'argent pour ce film et que lui n'en aura pas, je le ferai. Parce que je vais l'amener à se battre pour faire un film qui va être un film de cette trip. Quand j'ai fait Sangomalo, je vous ai dit on mangeait des bâtons de manioc. Je connais des dames ici qui étaient des cousines à moi, qui nous amenaient la nourriture le samedi à l'Ebamzi pour manger. Vous comprenez? Et donc, je veux que les jeunes me dépassent. Parce qu'on en a assez de voir que les jeunes parlent à gauche et à droite, mais que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un jeune qui vous fasse rêver. Moi, ça ne me dit absolument rien d'être le seul Camerounais jusqu'aujourd'hui, et je vous dis bien, il n'y a aucun autre Camerounais qui a été en sélection officielle à Cannes. Et donc c'est cela que j'attends des jeunes, qu'ils me dépassent. Mais pas qu'ils me dépassent parce que moi je vais m'asseoir sur le bord du chemin et les voir passer. Non, qu'ils me dépassent sur la piste. Parce que quand on est sur la piste,
Tant que je pourrais courir plus que je courais. Et j'espère qu'il y a des jeunes là qui m'entendent et qui se disent, celui-là, je ne suis pas encore prêt de partir. Ils vont réussir, n'est-ce pas, à me dépasser quelque part. Voilà. C'est pas le bonheur de Jean Marguerite, tout ça. Officiellement, on dit que la première édition c'était en 1997. Mais je vais dire que 3 ans avant, je tente déjà écran noir. Je fais venir ici parce que je rentre de Ouaga et je vous dis, je vais au Vietnam. Et quand je prends l'avion à Hanoï, où le film est diffusé dans une salle et traduit par quelqu'un qui a un micro, qui fait tous les rôles, et à certains moments, quand il y a une scène un peu osée, par exemple, un homme qui doit embrasser une femme, on met le doigt pour couvrir le truc, je me dis, mais si un Vietnamien double tous mes rôles et que les gens sont dans la salle, voient le film, comprennent le film, me félicitent à la fin, comment se fait-il qu'au Cameroun, je ne puisse pas montrer mes films? Alors qu'à l'époque, il y avait des salles. Hein, parce que les salles, malheureusement, étaient là pour des cinémas d'ailleurs. Et c'est pour cela que l'un de mes derniers gros rêves, c'est de monter cette salle de cinéma. Et ça avance très bien parce que je peux vous annoncer aujourd'hui que le gouvernement, très officiellement, a demandé que nous ayons un endroit très central que nous aurons bientôt pour ce projet. Et j'ai des amis dans le monde qui vont nous aider à le monter. On fait donc un essai avec Nyambala, qui vient de gagner le talon de Yenega à Ouaga, avec le film Au nom du Christ. Il vient ici. Et alors, c'est là où je rencontre des entreprises comme les brasseries et les autres qui me disent, nous, l'histoire d'un coup par film, ça ne nous intéresse pas. Ce qui serait bien, c'est que tu aies une manifestation dans laquelle nous, on peut vendre nos produits. Et je dis donc, bon, ok, mais pourquoi on ne lancerait pas un festival? Et c'est comme ça qu'en 1997, on commence la première vraie édition du festival avec 4 invités. Mais ça a été un succès fou. Cette année, nous allons célébrer la 18e édition du festival Écran Noir. 18 ans sans aucune année qui soit passée. Nous avons eu des années difficiles. Des années où il y a le mondial, juste au mois de juin-juillet, comme cette année d'ailleurs. Et c'est pour cela que cette année, ça va être du 19 juillet au 26 juillet. Et j'avais toujours rêvé qu'à la 20e édition, je passe vraiment, je ne désespère pas et j'espère avoir formé une équipe pour qu'à la 20e édition je parte. Ça ne sert à rien de demander aux autres de partir si vous-même vous éternisez à la place. J'ai beaucoup écrit en termes d'articles parce qu'après j'ai fait beaucoup d'éditoriaux dans Afrique internationale, dans la presse internationale et tout. J'écris Le Foulard Rouge que j'ai fait éditer en 1975. Puis j'écris Les eaux qui débordent, qui vont être publiés en 1984, je crois. Après, j'écris Cameroun, la fin du maquis, l'essai, qui va être publié en 1986. Et j'ai Sangomalo, qui va être édité en 1991. Après, j'ai des tas d'articles que je vais aussi publier. Et j'ai cette tristesse-là, parce que je reste toujours, aujourd'hui, à cette idée qu'il faut être Camus et Sartre ou rien. Je continue à dire Camus et Sartre. Parce que les gens me diront que sur l'auteur, Camus a eu raison sur Sartre. Je n'en suis pas si convaincu, il faut être Camus et Sartre ou rien. C'est le travail seul qui sauve. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous sauve, mais le fait de le suivre par un engagement actif. Dans ce sens, le travail dans toutes les conditions est un acte de salut. Alors, vous savez, pour les films, j'ai un problème, parce que si je vous donnais mon CV, il est énorme, mais vous savez, en Afrique, on connaît vos films de fiction. J'ai fait énormément de documentaires. J'ai fait des documentaires qui ont marché dans le monde. Mais si vous voulez parler des films de fiction qu'on peut connaître, je ne vais pas citer Le Festa, qui était ma première œuvre, Sangomalo, que j'ai fait Le Grand Blanc de la Barénée, j'ai fait Le Silence de la Forêt, qu'au début, je ne devais pas réaliser, mais j'ai dû le réaliser parce qu'à la fin, ceux qui mettaient l'argent m'ont dit, bah, c'est que le film est trop lourd, il faut que tu le fasses. Bon, mon co-réalisateur centrafricain n'avait presque jamais fait de court-métrage, mais je tenais à ce qu'il y ait un film centrafricain, et il a vraiment fait de travail, il a fait un beau travail par rapport à ce qu'il pouvait faire, donc je l'ai co-réalisé. H-E, bouche. Bousse. Se. C'est. Inamoigo.
il faut qu'ils sachent qu'à chaque période de l'histoire, les jeunes de cette époque-là sont convaincus que les choses n'ont jamais été aussi difficiles. Ils pensent que tout est le plus dur du monde. Et je crois que ceux qui réussissent sont ceux qui croient à quelque chose. Et ceux qui réussissent, ce n'est pas réussir immédiatement, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir de belles voitures, c'est réussir 20 ans après. Cheikh Anta Diop, dans sa dernière interview que j'ai l'honneur et le privilège d'avoir recueilli, c'est moi et Germain Malam qui l'interviewons, nous dit un intellectuel est celui qui a raison 20 ans après. Un homme politique aussi est celui qui a raison 20 ans après. Je crois qu'il faut que les jeunes aient, n'est-ce pas, beaucoup d'ambition, qu'ils aient beaucoup de courage, qu'ils acceptent quelque part des passages, des tunnels de souffrance, parce que rien n'est impossible pour des gens, n'est-ce pas, qui y croient. C'est vrai que ce serait plus facile, c'est vrai que j'aurais été aidé d'une autre manière, je crois que j'en serai à un autre niveau, mais il faut simplement que, lorsque vous retournez sur votre vie, que vous puissiez dire, écoutez, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Monsieur Bassek Bakobio, merci encore au nom de toute l'équipe de Carrière. Nous avons choisi précisément cet endroit, le palais des congrès de Yaoundé. Nous voyons là juste derrière, c'est les marches où souvent on a le tapis rouge qui conduit à la cérémonie d'ouverture ou de clôture, n'est-ce pas, des écrans noirs. Une émotion particulière, un sentiment, mais qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, au départ, nous étions au cinéma Abia, tout s'est passé au cinéma et lorsque le cinéma Abia fermait, nous nous sommes dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on pourra continuer à donner du cachet, n'est-ce pas, à cette manifestation? Et on a tenté, c'était lors du 10e anniversaire, je crois, qu'on a tenté le palais des congrès. Ça a été un succès. Et depuis lors, on essaye de renouveler chaque année cette montée des marches. Monsieur Bassek Bakobio, vous êtes une icône du cinéma camerounais et l'on peut dire avec vous, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire, qui restent à faire pour que ce cinéma s'améliore. Comment vous appréciez la production cinématographique camerounaise et comment donc vous voyez la nouvelle dynamique, pour le dire ainsi, de notre cinéma? Alors j'espère que je ne vous surprendrai pas, mais la dynamique du cinéma camerounais aujourd'hui, elle est à Bamenda et à Boya. J'espère que vous le savez, c'est-à-dire que c'est peut-être des films dits avant de série B, c'est des films à la nigériane, mais le Nigeria aujourd'hui, après avoir fait 10-15 ans de films de série B, est en train de faire des grands films comme Last Flight to Abuja que nous verrons aux prochains écrans noirs. Il y a une production très importante qui se déroule dans ces pays-là, dans ces régions-là. C'est vrai que c'est quelque part des films encore à budget très modeste, avec des moyens très modestes, mais c'est du nombre que, n'est-ce pas, émergera la qualité. C'est d'où le thème d'ailleurs de notre colloque des écrans de cette année, de savoir si ce n'est pas la multiplication des films de série B qui vont relancer le cinéma africain. Donc c'est vrai que j'ai une appréhension, j'aimerais que ça se poursuive, j'aimerais que les francophones travaillent, qu'ils fassent aussi des films, n'est-ce pas? J'aimerais que les jeunes qui sortent des écoles continuent à faire des films, mais ça suppose qu'ils apprennent. Monsieur Bassek Bakobio, vous l'avez dit, vous ne faites pas l'art pour l'art, vous faites l'art pour un combat. Quelle est votre vision de notre société? Vous, l'artiste, cinéaste, producteur de films et écrivain. Il y a des expériences de pays voisins, des pays lointains qui nous amènent à penser que les successions sont les choses les plus délicates en Afrique, surtout lorsque le président qui est en place a mis du temps. Sinon, j'ai quand même l'impression que bon, les jeunes ont compris que le mythe de la fonction publique est terminé. Ça, c'est quelque chose de bon. Ils souffrent, il y a du chômage, peut-être, il n'y a pas un emploi. Mais ils ont compris qu'il faut se battre, qu'il faut aller vers des métiers libéraux, l'auto-emploi. Et c'est pour cela que je vous disais que, par exemple, pour les jeunes cinéastes, je ne rêve pas de les voir travailler dans les chaînes de télé. Je les rêve créer, n'est-ce pas, réaliser leurs films, produire leurs films. Et c'est là où, n'est-ce pas, les choses vont se développer. Cinéaste et cinéaste de combat, ça veut dire qu'il y a des difficultés dans votre vie que nous venons de retracer. Vous n'avez pas voulu insister dessus, mais je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une chose qui vous aura le plus marqué au sens triste du terme et de laquelle vous avez tiré peut-être davantage de force et d'enthousiasme pour repartir? Les plus grandes tristesses sont muettes et elles encouragent au muetisme quelque part. Mais c'est sûr que quand on a eu une vie comme la mienne, on a eu des gros moments de plaisir, on a eu des moments formidables et puis on a eu des moments où on a été triste. Alors le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de dire faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Et je crois qu'il n'y a aucun bonheur qui dépasse celui d'avoir fait le métier auquel on rêvait, d'avoir fait ce qu'on voulait. Je sais de quoi je parle. Donc faites-le, soyez ambitieux, ne cherchez pas à être dans la masse, cherchez à être parmi les meilleurs. C'est difficile d'être le meilleur, on n'est jamais le meilleur d'ailleurs. Mais en fait, cherchez à être parmi les meilleurs. Et puis ne vous laissez pas, n'est-ce pas, éblouir par, je veux dire, le prestige du moment. Être féman, 10 ans après la mort d'un féman, personne n'en parle plus. Être écrivain, être cinéaste,
être footballeur peut-être, laisser quelque chose sur terre, c'est ça qui est important. Et je crois que c'est à cela qu'il faut résumer l'affaire, c'est de dire que chacun doit laisser sur la terre qu'il fréquente, qu'il va passer, n'est-ce pas, quelque chose qui le rappelle, n'est-ce pas, à la mémoire des uns et des autres. Et je crois que si chaque jeune se dit, je vais laisser quelque chose à la postérité et je vais le faire parce que je l'aime, je crois que nous aurons fait un grand pas. Merci, M. Basek Bakobio. L'équipe de Carrière, en tout cas, est honorée que vous ayez accepté de raconter, vous, icône du cinéma camerounais, de raconter votre trajectoire pour qu'elle inspire ceux qui nous regardent, afin que le travail et les valeurs que vous portez les conduisent également au succès. C'est moi qui vous remercie et je crois que si mon expérience, qui a été une expérience difficile, longue, mais qui a eu beaucoup, je veux dire, de côté plaisant, pouvait inspirer des jeunes qui nous regardent ce soir, j'aurais réussi quelque part à faire ce à quoi je rêve, à savoir qu'il y a une jeune génération qui s'élève et qui vient nous bousculer. Parce que comme je vous l'ai dit, tant que je suis vivant, je suis en compétition avec tous ces jeunes-là. Et donc leur problème, c'est de venir me bousculer, de me dépasser et d'avancer, et ça me fera énormément plaisir. Merci. Voilà, alors, merci. Merci beaucoup. Voilà. Place à présent au coaching de carrière après cette success story, quoique un peu triste, puisque la séparation est toujours difficile à assumer. Prenons à présent les conseils et astuces de notre coach en intelligence financière. Rose Simone Manguelet nous donne des tips pour pouvoir éviter la banqueroute, surtout lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est le coaching de carrière. Se payer lorsqu'on a un business, ce n'est pas un crime, mais se payer trop tôt, trop fort, ça c'est un suicide entrepreneurial. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à 7 minutes de coaching. Je suis Rose Simone Manguelet, consultant formateur certifié en finance et management stratégique, directeur général du cabinet M2 Finance Conseil et Stratégie. Alors, on va être cash dès le départ. La majorité des entrepreneurs font l'une de ces deux erreurs. Soit ils se payent trop tôt, trop fort et leur business meurt, soit ils ne se payent pas du tout et ils s'épuisent. Le problème n'est pas de se payer, mais le problème est de se payer n'importe comment et n'importe quand. Alors ce soir, je vous donne 4 règles pour vous rémunérer sans toutefois tuer votre business. Règle numéro 1. L'entreprise n'est pas votre portefeuille. Ce n'est pas parce que l'argent est entré que vous devez vous servir. Votre entreprise doit payer ses charges, payer son loyer, payer ses employés, ses fournisseurs, ses impôts. Et s'il reste de l'argent, là, on peut commencer à discuter. Règle numéro 2. Le bénéfice n'est pas votre salaire. Le salaire est la rémunération de votre travail, alors que le bénéfice est la compensation du risque. Mélanger les deux, c'est comme mélanger de l'eau et de l'essence, ça ne marche jamais. Même petit, fixez-vous un salaire pourvu que votre entreprise puisse le supporter. Règle numéro 3. L'erreur fatale et celle que tous les entrepreneurs commettent, c'est de se dire « ce mois, ça a bien marché, alors je me sers ». Mauvaise nouvelle pour vous. Ce mois, ça a bien marché, mais c'est peut-être un accident positif. La rémunération dans un business se construit sur la régularité et non sur l'euphorie du moment. Règle numéro 4, enfin, la trésorerie. D'abord la trésorerie et toujours la trésorerie. Avant de vous rémunérer, posez-vous cette simple question. Si je prends cet argent, est-ce que mon entreprise peut survivre minimum 3 mois sans avoir de recettes? Si la réponse est non, eh bien, posez cet argent parce que la dignité entrepreneuriale, c'est aussi savoir attendre que votre business marche. Mesdames et messieurs, se rémunérer trop tôt, c'est étouffer son business et ne pas se rémunérer, c'est vous exploiter vous-même. Le problème, ce n'est pas de se rémunérer, mais la clé, c'est la discipline. Un entrepreneur intelligent, c'est celui qui sait prendre juste ce que son business peut supporter. Parce qu'un business qui marche bien vous payera longtemps, alors qu'un business vidé ne paye personne. Quant à moi, je vous dis,
rendez-vous au sommet. Tenez l'épaule de votre voisin. L'épaule. On va descendre légèrement vers l'avant. Non, ça va aller. Oui. Descendez, tirez. De l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. Allez, on bloque. On bloque. On respire. On revient doucement, doucement. On applaudit pour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Et bienvenue au rendez-vous du bonheur. Première édition. Moi, c'est Diane Mbolo. Nous sommes ravis de vous avoir nombreux ici. Après les étirements, nous allons entamer notre parcours vers le mont qui est là devant. À côté, il y a des cascades et ensuite il y a le lac Razel d'Akak. Après, on va faire un petit truc. Bon, bonne randonnée à tous. Pique ton bâton là-bas. Oui, dans tous les cas, mon challenge ici, c'est 0 tombé. Là, on n'est jamais heureux seul, hein. Même si on ne peut pas être heureux sans les autres. Ouais. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va en droite ligne dans ce que nous prenons à l'Académie du Bonheur. j'adore les découvertes, j'adore les randonnées. C'est agréable. En tout cas, ça nous change de ce que nous vivons en ville tous les jours et ça fait beaucoup de plaisir et beaucoup de bien pour notre bonheur. On est à la randonnée du bonheur, il faut se dégager l'esprit et surtout se libérer des toxines qu'on accumule pendant toute la semaine. Prendre le temps de faire un tour dans la nature comme ça et puis découvrir les beaux coins de Yaoundé, c'est pas mal. Le sport ou le contact avec la nature est très très important pour l'épanouissement humain. Quand vous faites des randonnées comme celle-là où vous vous reconnectez avec la nature, où vous pratiquez l'esprit d'équipe parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on y va tous ensemble, ça crée des liens de solidarité, ça vous permet de développer l'empathie et toutes ces qualités dont on a besoin pour une société plus épanouie. Je pensais que nous marcherions sur le goudron. Je ne m'attendais pas à faire un parcours du combattant pareil. Ça aide vraiment à sortir de sa zone de confort. C'est juste magnifique ça. Sincèrement, c'est une expérience à vivre. J'ai adoré chaque moment. Et les glissades, et les chutes, et les escalades, les piquants, tout ça, ça a été vraiment un moment de pur bonheur. C'est gravement grave. Mon cœur bat fort. Oui. C'est là-bas où on dort. En fait, En fait, cette activité, effectivement, rentre dans le cadre de ce que nous appelons au sein de l'Académie du Bonheur les activités qui enlèvent le stress. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux uns aux autres de se ressourcer. C'est pour ça que nous voulons que le parcours de nos randonnées soit assez riche et que les uns et les autres puissent vivre une expérience unique en la matière.
Ça fait 10 ans que je ne suis pas tombé. En un jour, je suis tombé 4 fois. Il aura fallu que le bonheur fasse cet exploit, réalise cet exploit. Mais au bout du compte, c'est vrai que c'était pénible, c'était dur. Et à la fin, ça fait du bien. Ça fait du bien, je pense que c'est une expérience à renouveler. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Carrière. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Prenons rendez-vous dans un mois avec le même plaisir, toujours sous le regard bienveillant de notre réalisateur Alain Gobert-Kwap. Carrière revient dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite.